L'invité de Smart Impact, c'est Raphaël Kurtz. Bonjour. Bonjour Thomas Hugues. Bienvenue, vous êtes Senior Manager Énergie et Utilities chez SIA Partners. Vous avez publié en mai dernier une étude sur les technologies de stockage stationnaire par batterie. Alors, ça va peut-être effrayer une partie de nos téléspectateurs. De quoi on parle ? En fait, c'est assez simple. Le stockage stationnaire par batterie, c'est le fait de mettre une batterie dans un endroit fixe. Par exemple, contrairement au véhicule électrique où la batterie va bouger avec le véhicule. C'est aussi simple que ça. Les capacités de stockage stationnaire, elles ont beaucoup augmenté ces dernières années. En préparant l'émission, on a trouvé ces chiffres multipliés par 11 entre 2018 et 2023. C'est bien, mais est-ce que c'est suffisant ? Vous voyez ce que je veux dire par rapport aux enjeux d'électrification et de baisse de CO2, d'émissions de CO2 ? Alors, c'est une croissance assez forte, parce que c'est entre 1,5 et 2 chaque année de croissance. Ça s'inclut dans un cadre de flexibilité électrique beaucoup plus large. Les batteries stationnaires sont un moyen pour répondre aux enjeux de flexibilité électrique. Et pour donner un ordre de grandeur, donc dans le monde, c'est à peu près 85 gigawatts en capacité. Et en France, c'est aux alentours un peu plus de 1 gigawatt. C'est l'équivalent d'une puissance d'un réacteur nucléaire. 1 gigawatt, c'est un réacteur nucléaire. À peu près. En simplifiant. Et par rapport à ces grands objectifs de neutralité carbone 2050, il faut, vous dites, le rythme de croissance, il est rapide, mais il faudrait qu'il soit quoi ? 2 fois, 3 fois, 10 fois plus rapide ? On est dans quel ordre d'idée ? Alors, si on suit ce rythme-là, on atteindra les objectifs. La question, c'est est-ce que ce rythme va être suivi pendant autant d'années à ce rythme-là. Ça suppose des investissements importants ? Ça suppose des investissements, effectivement, pour financer l'ensemble de la chaîne de valeur, que ce soit les minéraux, la fabrication, les projets de développement. Et donc, vous avez publié cette étude sur les différentes technologies. Et ce qui est intéressant, c'est-à-dire que il faut pas. Est-ce que l'objectif, c'est de se dire, il faut parier sur la bonne technologie ou pas se tromper ? C'est aussi pour ça que vous avez publié cette étude ? Alors, c'est assez complexe parce que il y a certaines entreprises qui vont se focaliser sur une technologie en particulier. Et ça peut être un pari. La plupart des technologies, on va dire, majeures sont déjà développées et il y en a qui sont en développement. Alors, on va essayer de détailler un peu. La principale technologie utilisée, ça s'appelle station de transfert d'énergie par pompage. Alors, en termes de stockage électrique, globalement, oui, ce sont les STEP, stations de transfert électrique par pompage, enfin d'énergie par pompage. C'est le fait, en fait, de pomper de l'eau et de la restituer sous forme d'énergie quand on en a besoin. Donc ça, c'est la principale. Il y en a beaucoup d'autres ? Il y a les batteries stationnaires, comme j'évoque, et il y en a d'autres aussi pour des usages un peu différents. Ça va beaucoup se diversifier si on essaye de faire un peu de prospective avec vous ? Alors, sur les batteries stationnaires, il y aura une diversification des technologies et c'est déjà démarré. Dans quelle direction et avec quels intérêts derrière ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est être de plus en plus efficace, c'est gagner de nouveaux marchés, aller dans des endroits où on ne pouvait pas aller avant. Il y a quoi ? Alors, il y a une question d'efficacité, c'est-à-dire qu'il y a le développement de technologies déjà existantes. Je vous donne un exemple dans les technologies de batterie lithium-ion. Donc, il y a les batteries NMC, nickel, manganèse, cobalt, et les batteries LFP, lithium, fer, phosphate, qui sont les deux principales parmi d'autres. Il y a des différences en termes de performance, densité énergétique, durée de vie, etc. Et il y a des développements sur ce type de batterie qui sont déjà matures. Et il y a également d'autres types de batteries qui sont en développement également un peu moins matures, comme par exemple les batteries au sodium. Est-ce que c'est le domaine, ou l'un des domaines, sur lequel il y a le plus d'investissements en recherche et développement aujourd'hui ? Ce secteur des batteries en général, j'ai envie d'inclure la mobilité, mais parlons des batteries stationnaires, si vous voulez. Les investissements sont beaucoup portés par les véhicules électriques en raison du marché énorme mondial et va influencer donc les investissements sur les batteries stationnaires. C'est-à-dire que la recherche qui est menée sur la mobilité, elle peut servir aussi... Elle sert complètement à ces technologies qui vont être utilisées pour certaines, pour des batteries stationnaires. Alors, c'est pour faire ces batteries, qu'elles soient en termes de mobilité ou batteries stationnaires, il y a évidemment un certain nombre de métaux critiques qui sont nécessaires. De quels métaux on parle ? Si on peut redresser un peu la liste, si Tout à fait. On parle principalement du lithium, du nickel, du cobalt
et du manganèse. Et qui sont concentrés dans certaines régions du monde ou finalement assez bien répartis. Ça dépend desquelles, j'imagine. Exactement, ça dépend desquelles. Pour le lithium, on va dire, il y a moins de tensions qui peuvent être géopolitiques par rapport, par exemple, au nickel, où on a vu récemment que la Russie a annoncé réfléchir à la diffusion de sa production de nickel en fonction des pays cibles. Donc il peut y avoir des impacts géopolitiques, ou le cobalt qui est majoritairement produit en RDC. Oui, en République démocratique du Congo. Effectivement, revenons sur cette menace brandie par Vladimir Poutine d'une guerre des métaux. Qu'est-ce que... Alors ça porte sur plusieurs métaux d'ailleurs. Hein. Tout à fait. Quel impact? C'est pas sûr qu'il le fasse, parce que Vladimir Poutine, ça lui arrive de brandir des menaces et de ne pas passer à l'acte. Mais qu'est-ce qui pourrait se passer? C'est quoi la logique d'une menace comme celle-là? Ça voudrait dire changer de destination pour ces métaux, ne plus les vendre aux pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine. C'est ça la logique? Pour moi, il y a plusieurs possibilités. S'il ne le vend plus aux pays occidentaux, il le vendra à d'autres pays qui eux-mêmes le revendront aux pays occidentaux, ou les porteurs de projets peuvent se dire on va s'approvisionner ailleurs pour des raisons de stabilité d'approvisionnement. Oui. Il ira sans doute vers la Chine d'ailleurs. Mais alors c'est intéressant parce qu'il peut y avoir un effet boomerang d'une mesure comme celle-là. C'est-à-dire que ça peut inciter les pays occidentaux à aller chercher des sources d'approvisionnement ailleurs, ou même à développer leur propre, par exemple si on parle de lithium, à être plus rapide et plus efficace dans la production de lithium. Oui, tout à fait. Ça peut être le cas en France, d'ailleurs. Il y a des projets de lithium importants en France? Il y en a quelques-uns. Je sais qu'Eramet en a un, notamment, mais je n'ai pas étudié forcément tous les projets. On parle de quelle augmentation de la demande là, sur ces métaux rares dans les prochaines années? Alors, l'augmentation, elle est croissante. L'Agence internationale de l'énergie a fait plusieurs scénarios, plus ou moins optimistes ou prudents. Et quel que soit le scénario qu'ils ont prévu, il y aura une augmentation de la demande à peu près de x3, x4, x5 dans les prochaines années. Et les batteries stationnaires prendront une place de plus en plus importante pour utiliser ces métaux. Et alors ça rejoint cette guerre des métaux, cette menace brandie par Poutine, mais est-ce qu'il y a un risque de pénurie sur certains de ces métaux? Parce qu'on parle de métaux rares parfois. Oui, tout à fait. Alors là, il n'y a pas de terres rares ou de métaux rares. Oui. Un risque de pénurie, ça me paraît un peu trop fort ou exagéré comme terme. Il peut y avoir des risques de tension et des risques de volatilité des prix liés aux tensions géopolitiques. Oui, avec éventuellement un impact sur le prix des batteries. Exactement. D'où l'importance de se diversifier. Effectivement, il y a beaucoup d'investissements de diversification. Est-ce que les montants investis aujourd'hui sont à la hauteur des enjeux qu'on vient de décrire ensemble? Les montants investis sont assez importants et encore une fois sont portés principalement par la mobilité électrique et se ressentent dans les projets de batteries stationnaires. Ouais. Est-ce qu'il y a de nouvelles technologies qui émergent aujourd'hui? Il y a plusieurs technologies qui émergent. Alors, tout dépend des usages. Pour les batteries stationnaires, il y a des technologies qui sont en développement depuis plusieurs années. C'est typiquement les technologies au sodium et les batteries qu'on appelle également redox, qui sont un autre type de batterie avec des cuves. Et il y a d'autres technologies plutôt en émergence. On parle également de la technologie fer-air, de la technologie lithium-soufre. Donc il y a un grand nombre de nouvelles technologies qui sont en développement. Il y a les batteries solides aussi, mais tout dépend de l'usage qu'on veut en faire. Un des critères principaux, c'est la densité énergétique. Pour un véhicule électrique, la densité énergétique est importante parce qu'on ne peut pas mettre une énorme batterie dans un véhicule. Alors que pour les batteries stationnaires, il n'y a pas de problème de place. Et donc la densité énergétique est un critère moins important. On va faire attention à la durée de vie, au coût, etc. Ouais. Et est-ce qu'on fait attention aux critères environnementaux dans ces innovations? C'est-à-dire faire des batteries qui finalement peut-être vont justement utiliser de moins en moins de ces métaux critiques et qui vont être peut-être de plus en plus efficaces, moins polluantes, etc., etc. Tout à fait. Au sein des batteries lithium-ion, déjà,
il y a, comme je disais, les batteries NMC, les batteries LFP. Les batteries LFP n'utilisent que du lithium en termes de matériaux qu'on peut considérer comme critiques, contrairement aux batteries NMC qui utilisent lithium, nickel, cobalt, manganèse. C'est déjà un progrès. C'est déjà un progrès en termes de matériaux utilisés. Il y a également une question de recyclabilité des matériaux. Est-ce qu'ils sont très recyclables ou pas? Et une question en termes d'impact environnemental et de durabilité sur la durée de vie des batteries. Et il y a certaines technologies qui ont des durées de vie plus importantes. Typiquement, les batteries LFP ont une durée de vie plus importante que les batteries NMC. Et il y a également 2 nouvelles technologies, par exemple les batteries au sodium. Le sodium, c'est un élément qui est assez diversifié au sein de la planète et en abondance. Et donc, il y aurait un impact moindre en termes d'utilisation de minerais. Ouais. Merci beaucoup Raphaël Kurz et à bientôt sur Bismart. Merci. For Change, on passe à notre débat. Qu'attendent les salariés en matière de RSE?